pour célébrer l'été et les 100 000 abonnés, ça y est, c'est arrivé. Alors ça grimpe petit à petit, donc moi ça me va, hein. C'est un rythme, ça me permet de voir venir tranquillement, ça me va à ce rythme-là. Enfin en tout cas, pour célébrer donc l'été et les 100 000 abonnés, j'ai eu envie de sortir donc un sujet qui traînait dans ma tête depuis très longtemps. C'est ni sur un film, ni sur un jeu vidéo, mais sur mon genre préféré à la télé, à savoir les jeux d'aventure, un format hyper coûteux, souvent diffusé en été, pullulant dans les années 90 et qui a quasiment disparu depuis, hormis les increvables comme Fort Boyard du haut de ses 30 saisons, Koh-Lanta, Pékin Express et parfois la carte au trésor et son bilan carbone désastreux. Alors je sais qu'il est coutume sur internet de dédaigner la télévision, mais perso j'adore ce style d'émission, que ce soit la description débile des candidats en mode « il adore les pâtes, le saucisson à l'ail et le rock », les célébrités qui se chient littéralement dessus. Tu as pris mon short marron là que on a mis de côté? Parce que je vais changer après. Ou qui se font pisser dessus, les gamins stressés qui ne savent pas ce qu'ils font là pendant qu'un animateur fait de grands gestes, ou bien quand le gouvernement chinois embarque tout le monde en pleine course de Pékin Express. Nous sommes dans une situation de crise. Certains d'entre vous se sont fait arrêter par la police et j'ai dû neutraliser la course. On va donc partir tous ensemble en convoi. Puis franchement, qui n'a jamais rêvé d'effectuer des épreuves au milieu de décors naturels de dingue, vides de tout Instagrammeur? De voir la place Saint-Marc pour une fois sans personne, et d'avoir accès à des lieux normalement interdits. Écoutez, je ne sais pas si je vais avoir les mots suffisants pour décrire ce trésor. Je préfère que les images de Jean-Yves terminent cette émission. Alors il paraît que parfois c'est pipoté avec des candidats avantagés par la production, mais oh, ça fait partie du charme. Ça, et puis les prises de bec entre les binômes qui peuvent pas se blairer. Tu veux la faire sortir, ma sœur? Mais t'es qu'un connard, Aaron! Alors dans le game, le daron c'est Jacques-Antoine, malheureusement décédé en 2012, et qui est à l'origine de quasiment tous les jeux dont on va causer aujourd'hui. Que ce soit Fort Boyard, la piste de Xapatan, la chasse au trésor, et même les mondes fantastiques avec déjà Olivier Mine. Tout plein de jeux qui ressemblent à des mini-films avec des légendes, des personnages, du suspense, et se concluant soit par des éclatements de joie, soit par des déceptions. La porte de Clock Tower est fermée. Je suis désolé. Donc j'ai toujours cherché à faire des jeux qui puissent rivaliser avec la fiction. Alors on va peser là-haut. Il y a 700 €. Faut peser? Non, voilà, c'est Sa carrière commence à la radio, chez Radio Luxembourg, maintenant RTL, grâce déjà à des petits jeux co-créés avec Pierre Bellemare, comme 100 francs par seconde, où, comme son nom l'indique, le candidat gagne 100 francs toutes les secondes, en répondant à des questions. Mais s'il se trompe, il a un gage. Alors c'est con comme la lune, et l'émission a quand même donné naissance à un film réalisé en 1953. C'est en 1954 que le duo envahit la télé grâce à Télématch, un jeu d'abord animé par André Gillois, ancien porte-parole de De Gaulle durant la guerre, et au départ basé sur le jeu de loi, avec un mini-jeu se déclenchant chaque fois que le candidat tombe sur une case. Un Mario Party pour la télé, si vous voulez. Un genre tenté maintes fois, mais se soldant toujours par de cuisants échecs. Et ce, dès la première de Télématch. Les hasards font que, une heure après le démarrage de l'émission, on est toujours quasiment à la case départ. Rien ne s'est passé, c'est l'horreur absolue. Du coup, André confie carrément son émission à Bellemare et Antoine, qui enlèvent le jeu de loi et gardent uniquement les mini-jeux comme la clé de l'énigme, tout simplement une devinette à résoudre, ainsi que la tête et les jambes, où, reprenant un peu le concept de 100 francs par seconde, un candidat en plateau, la tête donc, doit répondre à des questions. Allez vers la carte et tracez vous-même, monsieur, le parcours de la tribu d'Abraham. Et s'il se plante, eh bien il n'a plus le droit à un gage, non, cette fois un sportif prend le relais et doit réussir une épreuve limitée dans le temps. Jules Ladoumec, vous avez été formidable. Je veux pas vous interviewer, je sais, vous êtes essoufflé. À vous, Pierre Bellemare. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, tirer sur des cibles, faire du polo ou courir le plus vite, pendant qu'en plateau, Pierre et le candidat patientent en stressant. Évidemment, plus le candidat se plante, plus on augmente la difficulté pour le sportif. S'il perd, l'émission s'arrête complètement, et s'il gagne, eh bien on continue. Et le candidat peut ensuite revenir pendant 5 semaines en tout, augmentant ainsi les gains et la difficulté des épreuves. Jules Ladoumec, vous avez fait encore un temps supérieur à celui que vous avez réalisé tout à l'heure. Et maintenant, il s'écroule complètement.
Son fils s'approche de lui. Grâce à sa production fastueuse pour l'époque, avec donc séquences en direct dans des endroits incongrus, joli décor pour les questions, reconstitution avec comédiens et même duplex depuis le musée du Louvre, le jeu est un immense succès, rivalisant, comme le veut Jacques-Antoine, avec le domaine de la fiction. Le jeudi soir, jour de diffusion de l'émission, qui était devenu quotidien et hebdomadaire, le jeudi soir, les cinémas avaient décidé de ne pas ouvrir leurs salles parce qu'il n'y avait personne pour regarder leurs films. De fait, alors qu'éclate aux États-Unis un immense scandale concernant des jeux truqués, La Tête et les Jambes va cartonner et revenir plusieurs fois au cours de l'histoire de la télévision française, sous diverses appellations tout d'abord, puis dans une formule améliorée durant les années 70 avec Thierry Roland. Et enfin, une dernière fois en 1993, présenté par Christian Morin et Sandrine Dominguez, en studio uniquement, donc sans l'attrait de l'extérieur, ce qui explique peut-être son échec. Vous n'avez pas ramé pour rien. Non. En fait, au début des années 80, une autre itération de La Tête et les Jambes va marquer les esprits, toujours par Jacques-Antoine, avec encore des candidats en plateau pour la tête, tandis que les jambes ne sont plus un sportif dans un stade, mais carrément un aventurier de l'autre côté du globe, en décor naturel donc pour la très chouette émission La Chasse au Trésor, à partir de 1981, rediffusée sur la 5e dans les années 90. Bonsoir, vous allez voir dans quelques instants une émission suffisamment originale pour nécessiter quelques explications. Je vous explique le concept. Dans la première saison, Philippe Gildas lit une énigme à nos candidats, donnant des indications sur un lieu précis. Pas simple, hein? Non. Pas simple. Et ils ont ensuite 45 minutes et plein de bouquins pour la résoudre, en envoyant Philippe de Dieuleveux, ici présent, chercher sur place l'objet convoité. Et comme tout se passe par le téléphone, les candidats ne verront strictement rien. Et Philippe Gildas non plus. Donc il faut nous pardonner si de temps en temps nous parlons un peu fort ou si nous chevauchons, mais nous verrons ça au fur et à mesure. Et puis après tout, c'est ça le charme de la chasse au trésor. De fait, la première saison est un poil laborieuse, puisque tant que les candidats n'ont pas trouvé de lieu précis, Philippe patiente dans son hélicoptère. Voilà, que voulez-vous que je fasse maintenant? Du coup, parfois Gildas prend carrément un bouquin pour aider les candidats, histoire de faire bouger les choses. Je sais que les téléspectateurs vont encore me reprocher d'avoir plus joué que je ne devrais, mais c'est difficile de se priver. Est-il au courant du lieu de fin ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il aide toujours les candidats. Très intéressant, vous n'avez pas quitté un peu vite peut-être la page? Parfois, ils se foutent de leur gueule quand ils sont trop nuls. Moi en revanche, ici à Itac, en prenant seulement tout bêtement la table des matières... Et curieusement, tout se joue toujours dans les toutes dernières minutes. Ah, Paris! Oui! Paris! J'ai un couteau entre les mains! Bah ouais, l'émission étant planifiée pour 1 heure de jeu, il ne faudrait pas que les candidats trouvent trop vite. Et pour booster un peu tout ça, dès la saison suivante, ils te mettent 3 trésors, chacun avec une valeur différente, devenant la chasse au trésor, au pluriel cette fois. Et comme Gildas est passé directeur d'Europe 1, l'émission est présentée par Jean Lazy d'abord, puis Didier Leca ensuite. Mais alors là encore, les candidats sont parfois tellement à la masse que Didier et Philippe font le jeu tout seuls. Comment? Est-ce que vous voyez un endroit où il pourrait y avoir un amas aussi important de statues? Écoutez, non, je ne vois rien pour l'instant, mais je cherche dans les infractuosités. Tiens, là? Jean-Yves, stop! Du coup, pour la 100e, ils sont allés chercher directement des candidats habitués aux caméras, histoire que ça bouge un peu. Et le hasard fait bien les choses avec des comédiens. Oui, voilà, le hasard. En tout cas, ça améliore complètement le rythme de l'émission, et on a même droit à un tour de magie de Siegfried et Roy. Regardez bien. On me dit de me mettre là, je ne bouge pas. Alors, simplement, écoutez, Oh, Paris! Et on applaudit bien fort Anastasia. Elle adore le show business. C'est plus sympa que la jungle sauvage, J'ajoute que, l'émission étant passée en prime time, ils vont te rajouter des séquences de plus en plus spectaculaires pour pimenter un peu tout ça. Comme un passage en voiture de course, une immense chasse au trésor sous-marine, un atterrissage sur un train arrêté sur un viaduc, ou carrément un saut en parachute. Évidemment, toutes ces séquences étaient discutées en amont avec Philippe, donc il était quand même un peu au courant du déroulé de l'émission. Mais dans la majeure partie des cas, c'est improvisé sur le moment, comme quand il se retrouve cramponné à l'hélicoptère parce que le pilote ne peut pas encore se poser, ou quand il saute à la flotte à Fort Boyard. 1 minute 45. Mais on s'est rendu compte, et là, il nous a dit après qu'il avait eu la peur de sa vie, parce que vraiment, il a cru qu'il allait se noyer là, sous l'hélicoptère, à cause de l'hélicoptère.
Bon, en vrai, tu regardes surtout le jeu pour Philippe de Dieuleveux, que Jacques-Antoine avait repéré quelques années plus tôt lorsqu'il était candidat pour la course autour du monde, une émission où des journalistes amateurs envoyaient des reportages à un jury. J'espère que la course sera un tremplin pour une vie professionnelle dans le domaine du reportage. Enfin, tu vois qu'il a le cœur sur la main, il se démène toujours pour aider à tout prix les candidats, il fait participer les locaux, souvent des enfants, embrouille des mecs pour passer devant tout le monde, essaye d'entrer par effraction, présente l'équipe de tournage avant chaque émission, et casse même parfois le trésor par mégarde. Stop, chronomètre. C'était le bon endroit quand même. Vous avez un sablier, Philippe? J'avais un sablier. On ne peut pas ne pas aimer l'homme qui se démène, qui se défonce pour les autres. Bon. Et qui en même temps vit ce que tout le monde voudrait bien vivre, une aventure. Et justement, pour la 5e saison, Philippe veut qu'un second hélicoptère puisse filmer l'équipe de tournage, qui, mine de rien, l'accompagne partout dans ses exploits, quitte à se casser la gueule. Oh là là, Attention, 1 minute attention, 36 secondes. notre caméraman est tombé. Ça va, Patrick? Mais après quelques essais, Antenne 2 refuse, préférant mettre le budget dans une autre émission de Jacques-Antoine. Et de fait, Philippe de Dieuleveux abandonne par solidarité et la chasse au trésor s'arrête définitivement en 1984. Ok. Notre ami Philippe de Dieuleveux a disparu au Zaïre avec 6 autres personnes. Philippe de Dieuleveux, qui n'a jamais hésité à prendre de gros risques dans la chasse au trésor, participait à une expédition sur le fleuve Zaïre, un fleuve dangereux, à cause des cascades nombreuses et des chutes. L'équipe avait une liaison radio quotidienne avec la France, mais elle n'a donné aucune nouvelle depuis 48 heures. Malheureusement, le 10 août 1985, une mauvaise nouvelle tombe sur les téléscripteurs. Philippe de Dieuleveux et 6 autres personnes disparaissent corps et biens en descendant le fleuve Zaïre, non loin du barrage hydroélectrique d'Inga, une zone réputée dangereuse pour ses rapides et surtout un endroit stratégique surveillé par les militaires. En effet, leur radio a cessé d'émettre depuis le 6 août à 9h du matin. Accident pour les uns, bavure militaire pour les autres, assassinat pour certains qui veulent vendre des bouquins, la disparition de Dieuleveux continue toujours à marquer les esprits 35 ans après. 23 secondes, 22, Mort 20 secondes. Elle est devant nous. Je vois un rocher qui est à l'intérieur du drone qui ressemble au rocher qui est à l'extérieur. Please, faster. 10 secondes. Non, Philippe, arrêtez. Je l'ai. En ce qui concerne l'émission, eh bien, en 1985 sur TF1, t'as eu Énigme du bout du monde par Jacques-Antoine et Claude Savary, dont je ne trouve rien parce qu'elle a été interrompue après quelques émissions. Et en 1994, une nouvelle version voit le jour, renommée Les Trésors du Monde, avec Nathalie Simon dans la peau de Philippe. Alors pareil, il ne subsiste qu'une bande-annonce, et je me souviens juste d'avoir vu Nathalie chevaucher des éléphants à un moment. Mais alors ça aussi, ça a fait un bide, et ça a été remplacé par la carte au trésor, d'après une idée d'Olivier Chiabodo, qui, en fait, c'est la chasse au trésor. Oui, mais cette fois, c'est les candidats qui font tout. Escalade de mât, course en bateau, du cheval, et à partir de 1998, l'émission se concluait toujours par une épreuve physique. Allez, attention, on arrive vite. 10, 9, C'est bon. c'est bien joué. Vraiment la chasse au trésor, quoi, mais à la découverte des régions de France, rarement à l'étranger, et avec l'humour assez particulier de Sylvain Augier. Et un fer à repousser, tu sais ce que c'est? Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est pour repousser les pantoulons. Bon, après le départ de Sylvain en 2005 et son remplacement par Marc Bessou d'abord, puis Nathalie Simon encore, l'émission perd de l'audience jusqu'à son annulation en 2009. Et depuis 2 ans, c'est revenu à la télé, mais seulement 2 millions regardent. Par contre, t'as aussi eu en 1995 quelques émissions de l'Énigme du Cristal sur la RTBF, tournée à Walibi-Wavre, en Belgique donc, et reposant sur l'univers de Tintin. Cette fois, c'est toute une famille qui participe, la tête c'est les parents et les jambes c'est les enfants, qui cherchent des coffrets planqués dans tout le parc, avec une énigme à chaque fois pour les trouver. Ouais, voilà, elle l'a dit, la radio arrive. Et à chaque coffret correspond une question. Dans laquelle des histoires suivantes Tintin n'est pas sous le lotus bleu, le crabe aux pinces d'or, l'oreille cassée ou Tintin au pays des soviets? Si les parents trouvent la bonne réponse, ils ont le droit d'ouvrir le coffret et de récupérer un cristal. S'ils se plantent, le coffret reste fermé et ainsi de suite jusqu'à récupérer 6 coffrets. Et on peut les applaudir. Le dernier coffret se joue en plateau où les candidats doivent associer le bon album avec le bon objet ou personnage. Puis ils ont enfin de nouvelles questions pour récupérer les cristaux manqués. Qui se cache sous le pseudonyme de Bébert? Tata.
S'ils sont parvenus à réunir les 7 cristaux, ils peuvent enfin rentrer dans le dernier lieu où les attend l'énigme finale pour gagner un voyage à Londres pour toute la famille. Sous quel nom Tintin s'introduit-il dans le repère du professeur Smith? Votre réponse? Alvaro. Bravo, c'est la bonne réponse. Étant français, je n'ai pas connu cette émission et c'est dommage, le concept est super cool et les cadeaux vont de la lithographie Tintin, qui doit coûter une blinde aujourd'hui, à des jeux vidéo. Éclatez-vous avec le Donkey Kong Set Country, une console Super NES et le fabuleux jeu Donkey Kong Country. Mais pas de peau, toujours en 1995, la compagnie Moulinsart retire la licence Tintin du parc Walibi. Ce qui est dommage parce que le parc comportait quand même depuis quelques années plusieurs attractions basées sur l'univers du petit reporter. Et l'émission n'est donc pas reconduite l'année suivante. D'ailleurs, tant qu'on est dans Tintin, en 1990, t'as aussi eu une autre émission française, celle-là, nommée Objectif Tintin sur FR3, où là encore, t'as une partie quiz dans un chouette décor. Ce support de prière est caractéristique du bouddhisme tibétain. Et ils te reprennent même le concept de la course autour du monde, oui, avec des reportages soumis par de jeunes reporters. Bon, c'est moins fun que l'énigme du cristal, mais ça reste intéressant. Et pour celles et ceux que ça intéresse, tu as 4 épisodes de l'énigme du cristal sur le site de la Sonoma. C'est légal, c'est les archives audiovisuelles belges, et c'est super sympa à regarder. Eh bien, il joue Sarah, Oriane, Sémiramis dans l'ordre, c'est-à-dire SOS. Et du coup, tant qu'on est dans les jeux pour enfants, parlons aussi de la fameuse... qui, cette fois, n'est pas du tout un jeu de Jacques-Antoine, mais quand même, encore, une spécificité française. Oui, car en fait, il s'agit d'une déclinaison de la Porte Magique, un jeu de 1987 présenté sur la défunte 5 par Michel Robb, basé sur un format américain où d'abord 2 couples doivent trouver des mots mystères, à la manière du mot code de Fort Boyard. Quand on a tiré le bon, on est chanceux. Corinne et Gilles. Numéro, bonne réponse. Puis une fois que la porte s'ouvre, ils ont un certain temps pour réussir un grand nombre d'épreuves, leur faisant à chaque fois gagner un cadeau, ainsi qu'une carte magnétique. Et une fois le temps écoulé, ils peuvent encore ouvrir le coffre s'ils ont gagné la bonne carte magnétique. J'étais très fan du jeu, il a ensuite été reformaté en Alibaba pour la seconde et dernière saison, et t'as eu donc une version jeune, en 1988, le mercredi après-midi, probablement dans le même studio, redécoré en jungle pour l'occasion. Alors ça avait l'air fabuleux à l'époque, en fait c'est Suprachipos quand tu revois les images. Prends cette liane, essaye de le défoncer, allez. Allez, fais-lui peur, ouais. Donc, habillé comme Indiana Jones, Michel Robb pose d'abord des questions aux candidats qui répondent en tapant sur une dalle. Comment appelle-t-on l'animal qui se nourrit de graines? Ah, Astrid. Un hamster? Celui qui a eu le plus de points a le droit de choisir sa couleur et son chemin, et puis, en alternant, chaque joueur suit une aventure, avec peut-être un peu trop de lore derrière. Alors écoute, il y a le lamentable professeur Tulajoie. Tu connaissais ce professeur Tulajoie? Non. Bon, il a inventé un sérum. En fait, les gamins sont tellement timides et stressés que c'est souvent Michel qui fait tout à leur place. Une fois les épreuves terminées, chaque enfant prend un totem et celui qui a le bon gagne un voyage à Disney World, en Floride. Alors malheureusement, il n'existe que la moitié d'une seule émission sur la toile, mais je me souviens que j'aimais beaucoup, et je rêvais littéralement d'y participer. Et histoire de boucler la boucle, eh bien on retrouve une forme de ce jeu aux États-Unis, de 1993 à 1995, avec Legend of the Hidden Temple, dans une version un peu plus punchy, avec beaucoup plus d'équipes et plus d'épreuves, débutant à chaque fois par une rivière à traverser, puis des quiz en appuyant sur des dalles, comme chez nous, et l'équipe étant parvenue jusqu'à la fin avait tout un parcours style foire du trône à effectuer le plus rapidement possible, afin de mettre la main sur le dernier trésor. Et t'as eu un téléfilm dessus en 2016, ce qui fait qu'il existe donc un film non officiel d'En route vers l'aventure. En tout cas, l'émission US est quand même plus fun que la française, déjà parce que t'as tout un passage éducatif sur le trésor du jour, et surtout parce que t'as l'impression que Michel a pas du tout envie d'être là. Allez, allez, dépêche-toi, tu perds du temps là. Par contre, en 1990, t'as eu un jeu où l'animateur est surmotivé. Je veux bien sûr parler du... adapté d'un programme britannique nommé Nightmare, où Georges Belair, chez nous, accueille des enfants dans son château, qui est en fait un immense plateau tout en bleu de 100 mètres carrés, où sont incrustés par ordinateur des décors style livre dont vous êtes le héros. Un enfant porte un casque l'aveuglant complètement, tandis que les autres le guident. Stop, non, non, voilà, stop. Je vous le laisse. Avance, mais doucement. Voilà. Le moindre faux pas dans un précipice ou contre un ennemi, eh bien, c'en est fini pour lui. Et si tous les gamins trépassent sauf un, eh bien, ça en est fini pour eux. Un silence. J'aime le silence. Alors t'as des rencontres, des objets, on dirait vraiment un jeu en FMV avec les comédiens costumés. Et pour l'anecdote, Velda, ici présente, est interprétée par Véronique Moest, qui faisait Mademoiselle Catherine au même moment dans Salut les musclés. Dites-moi, Catherine... Oui. Ça rime avec... c'est de la...
C'était drôle, hein, les enfants? Et qui s'est malheureusement donné la mort en 1996. Dans la première saison, elle double aussi Morgane dans la dernière salle, qui pose les questions pour faire apparaître les dalles afin d'atteindre le trône de Merlin. Quelle île surnomme-t-on l'île de beauté? C'est la Corse. On continue. Merlin qui pose lui aussi une question en rapport avec l'aventure. Tu t'en souviens? Oui. Et c'était? Un hamster? Ensuite, le joueur se téléporte dans la salle du trésor, mais là encore, t'as une dernière énigme, et enfin, tout le monde gagne des Master System, mais t'as l'impression que ça les fait tout chier. Ouais, même quand Georges Belair il cabotine à la fin. Je peux dire, moi, grand maître, que vous faites partie de l'ordre des chevaliers du labyrinthe à tout jamais. Là, je vais mieux. Je sais pas, peut-être qu'ils avaient comme consigne de pas se précipiter, peut-être qu'ils étaient hyper stressés, ou peut-être qu'ils voulaient tout simplement une Mega Drive. Mais le concept est assez original et au contraire de Michel Robe, tous les comédiens s'amusent sur le plateau. Surtout Georges Belair et son jeu hyper théâtral. Le but étant d'en faire visiblement un mélange entre le jeu vidéo et les jeux de rôle à la Donjons et Dragons. Tout comme les Clés de Fort Boyard, un autre jeu de 1990, rebaptisé simplement Fort Boyard ensuite, créé par Jacques-Antoine, mais aussi par Jean-Pierre Mitrecet et Pierre Launay, un ancien candidat de la chasse au trésor, et surtout fan de jeux de rôle avec Mitrecet. Qui, alors de fait, ont voulu faire un pseudo Donjons et Dragons, avec des tigres en gardien du trésor, parce qu'un dragon c'est trop chiant à trouver, un vieux sage pour le maître des clés, et enfin, deux personnes de petite taille, Passepartout guidant les casse-coups et Passe-temps pour le chrono. T'as Patrice Laffont en maître du jeu qui devient de plus en plus méchant avec les candidats. On se tait! Et enfin, une guide pour les conseils, Marie Talon d'abord, qui sera virée sans sommation en plein milieu de la première saison et remplacée par Sophie Davant. Oui. Alors on retrouve Patrice dans quelques instants. Et pour singer les classes de personnages des JDR, eh bien chaque candidat a sa spécialité. Par exemple, t'as un homme fort, un ou une intellectuelle, une femme agile, etc. Par contre, le concept de la première saison est un poil compliqué, alors ils doivent trouver 18 clés en 45 minutes. Chaque clé ouvre la cellule suivante, ainsi qu'un des 18 coffres dans la salle du trésor. Chaque coffre contenant une somme différente que les candidats doivent quand même ramener jusqu'à la balance. Chaque cellule révèle une épreuve, s'ils n'obtiennent pas la clé, ils doivent passer par le père Fouras, et ainsi de suite jusqu'à la fin du chrono. S'ils n'ont pas obtenu les 18 clés avant la fin du temps imparti et aucun groupe n'y parvient, ils doivent passer par les oubliettes inondées, afin de rejoindre la salle. Faites ça avec méthode, c'est un conseil que ce... Oh là là là, oh y'a, c'est fait mal. Non, pas de mots cachés, pas de maître du temps, ouais la première saison est pas tip top avec des épreuves cheloues, comme quand il faut fouiller des filles en maillot de bain. Comment ça s'appelle ce que vous faites là? Du tripotage. Du tripotage, voilà. Et puis ajoutons que la plupart des candidats ne comprennent absolument pas ce qu'il faut faire. Non, vous n'avez pas le droit d'escalader les grilles, pas le droit. Putain, ouais, ça y est, j'ai compris le truc là. Et la dernière de la saison, c'est à la one again, hein. Patrice passe son temps à insulter tout le monde. Qu'est-ce que tu lui prends aujourd'hui là? Je suis comme ça. Se charrie avec Passepartout. Se ramasse ce qu'il semble être du guano sur la tronche. Bravo à toute l'équipe, merci. Mais c'est la bonne ambiance, tout le potentiel est là et tu retrouves déjà de nombreuses épreuves populaires comme les jarres, les cotons-tiges, les combats dans la boue, quasi toujours des filles, le tuyau, toujours une fille aussi, hein, pour qu'on puisse bien la voir se contorsionner. Oui, ça serait bien que la femme qui va faire cette épreuve la fasse nue, mais ce n'est pas possible, les producteurs ne veulent pas. Les candidats doivent, dès la première saison, bouffer et boire des trucs dégueux. Et maintenant cette bulle de ricin. T'as déjà Gilles Arthur en magicien du fort pour la séquence du Bonto, qui du coup aura sa propre émission de magie par la suite, avec Dédé Passepartout. Et pour booster les audiences, ils vont même t'ajouter du saut à l'élastique à la mi-saison. Elle est formidable. En même temps, ils étaient obligés de perfectionner le tout parce qu'ils avaient dépensé une fortune pour acheter et remettre en état le fort. Oui, construit sous Napoléon et inauguré sous Napoléon III, le fort était resté à l'abandon pendant presque une centaine d'années, avant que Robert Enrico l'utilise pour le final des Aventuriers, avec Alain Delon et Lino Ventura, où l'on voit bien dans quel état déplorable il était à l'époque. Et alors là, tu vois, je vais te permettre une plateforme transparente. C'est une nouvelle matière suédoise, je sais pas ce que c'est, mais c'est plus solide que de l'acier, alors t'as pas à t'en faire. Et dans le milieu, un pilier central qui soutiendra tout ça. Et c'est justement en se souvenant de ce film que Jacques-Antoine l'utilise comme toile de fond du pilote de la chasse au trésor, en 1980, avec le journaliste Marc Menant, à la place de Philippe de Dieuleveux. Puis il le réutilise dans l'épisode de la première saison qu'on a vu tout à l'heure. Non, Jean-Yves, si tu peux.
Tu essaies de poser si tu peux pas, et ben tu m'envoies un bateau là-haut. Ouais, on envoie un bateau. Nous ne savons toujours pas où il est, s'il est dans l'eau, s'il est dans l'hélicoptère. De fait, quand Jacques-Antoine et ses équipes cherchent un lieu à la Donjons et Dragons, eh bien c'est tout naturellement vers le fort qu'ils se tournent. Bon alors le problème c'est que le fort appartenait à un docteur depuis les années 60, et il fallut donc le convaincre de le revendre pour 1,5 million de francs. Dis-moi, tu l'as vraiment acheté? Ouais. Pourquoi? C'était pas... Enfin, afin de prendre en charge les 25 millions de francs pour la restauration, l'installation d'une régie et d'un accès, parce que t'avais rien à l'époque, juste un pauvre escalier et c'est marre, eh bien la production revendit le tout au département de la Charente-Maritime pour un franc symbolique, qui paya du coup les frais en espérant que l'émission soit assez populaire en France. Mais aussi à l'étranger parce qu'ils avaient déjà prévu de la décliner dans différents pays, afin d'en faire une destination prisée par les touristes. Ce qui arriva. De fait, alors que Patrice Lafonte conclut la première saison laconiquement... Merci à tous. Et peut-être à l'année prochaine, salut. Le jeu est quand même reconduit l'année suivante. Lafont joue à fond son personnage de maître du fort cynique. Ma barbe? Qu'est-ce qu'elle a, ma barbe? Non, vous vous habituerez, vous verrez, c'est l'air marin, c'est un look un peu différent, quoi. Et l'émission est modifiée en profondeur avec l'ajout des aventures en seconde partie et ses épreuves spectaculaires afin de choper les indices pour le mot mystère que les candidats doivent inscrire dans la salle du trésor. Les 18 coffres disparaissent également, remplacés par la fontaine de Boyard et son suspense intenable quand Passepartout tourne la tête de tigre. Attention. Ouais. Oui, Felindra est bien présente dès 1991, mais pour le moment, c'est Passepartout qui fait toutes les corvées du fort, même le gong. Et du coup, dès la seconde saison, c'est un immense succès, à tel point que le jeu continuera également en hiver, avec des nocturnes, mes préférés. Puis va s'affiner petit à petit avec les Maîtres du Temps en 95, de nouveaux personnages comme Jabba le Pirate, la Sauvageonne, qui sera remplacée par la Bohémienne en 98, sans oublier l'arrivée des célébrités au lieu des anonymes, puisque plutôt que d'avoir des candidats stressés, il est souvent préférable d'utiliser des gens à l'aise avec les caméras, doués pour le show et connus de tous. Surtout que ça permet aussi de promouvoir différentes associations, au lieu de distribuer tout bêtement l'argent. D'ailleurs, ils ont tenté de faire revenir les anonymes en 2010, mais c'est le plus mauvais score à l'audimat de l'émission. Du coup, après quelques années de tâtonnement, maintenant ils t'ont refait toutes les cellules, avec des décors dignes du parc Astérix. Une pléthore de guests pour les personnages du fort, et visiblement ça cartonne toujours. Donc bon, c'est certain, tu perds le côté vieillot rouillé dangereux d'avant, et il semble s'être gravement inspiré de Fear Factor pour la dernière partie, mais perso, je trouve que ça fonctionne toujours aussi bien. Des fantômes? Non. Ah non, fichier le camp. Fichier le camp, on part. C'est la bombe qui pue, c'est la bombe qui pue. Alors il faut savoir qu'avant d'installer l'émission dans le fort, la production a d'abord testé le concept en studio, près de Londres, présenté par Richard O'Brien du Rocky Horror Picture Show, et le pilote a été récupéré par la chaîne britannique Channel 4 pour donner The Crystal Maze, un Fort Boyard en studio donc, dans de magnifiques décors, où les candidats remportent des cristaux tout au long des épreuves, leur donnant ensuite du temps à la fin pour choper des billets dorés dans une grande souffleuse. S'ils parviennent à empoigner 100 billets dorés, moins les billets argentés attrapés, ils gagnent un prix, sinon c'est juste un cristal de consolation. How many? 10 gold, 14 silver, minus 4. I feel kind of hysterical, don't you? Let's all have a good cry. L'émission existe toujours aujourd'hui, présentée par Richard Ayoade, et a même été déclinée en parc d'attractions indoor, coûtant quand même 50 livres par personne, et ça a l'air un peu chipos. Ce qui est drôle, c'est que The Crystal Maze a donné les mondes fantastiques chez nous, oui, présenté par Eric Bacos d'abord, puis Olivier Mine, où un robot extraterrestre nommé Déboulon exploite des enfants pour récupérer des pulsors dans ses coursives. Sachez simplement que le pulsor est au monde fantastique, ce que le joystick est au jeu vidéo. T'as 3 mondes, la planète mystérieuse, les temps modernes et le monde des pharaons, et pendant 20 minutes, les enfants vont donc passer de salle en salle, en récupérant à chaque fois un pulsor grâce à une épreuve, souvent reprise de Fort Boyard. Coucou Gilles Arthur. Cet Égyptien a lui aussi les circuits bien connectés. Oui, il est particulièrement fort. Regarde bien. Et une fois le pulsor obtenu, ils doivent ensuite réussir un sésame pour ouvrir la salle suivante. Tire-le, ça y est. S'ils n'y arrivent pas, Frac ici présente les envoie dans la galère, qui est en fait un parcours d'obstacles, un peu similaire à ce que doivent traverser les prisonniers de Fort Boyard désormais, puis ils passent le relais et ainsi de suite jusqu'à la fin du chrono. Et fin de mission signifie chargement de Déboulon avec ses pulsors, tenez, prenez-les. À la fin, Déboulon ne peut jamais retourner sur sa planète, mais tout le monde s'en fout. Ceci n'est pas suffisant pour retourner sur Ferrar. Mais... Et comme pour The Crystal Maze, les pulsors collectés donnent du temps pour la salle du trésor, où des filets attendent qu'on les décroche. 5, celui-là 4, 3, vite 2, vas-y Fanny 1, noir.
Mais regardez, mes disquettes ont rajouté ce cadeau en bonus. Je ne ratais aucune diffusion des mondes fantastiques. Le concept est super cool, la musique est cool, les décors sont cool, et j'adore surtout les interactions entre Olivier Mine et Desboulons. Non. Non, ce mot n'est pas dans mes mémoires électroniques. Non, c'est un mot qui n'est pas très important, dit Boulon. On en reparlera un autre jour. Le jeu n'a duré que 3 ans, mais Laure Chouchan, sa conceptrice, a repris le concept en 1999 pour Mission Piratac, tourné au Gros du Roi dans le bateau Neptune, qui a servi pour le pirate de Polanski, avec toujours Olivier Mine et Yann Le Gac, en capitaine pirate, qui joue le père Fouras dans Fort Boyard. Adios, saluté, goodbye. Là, cette fois, des pirates ont cambriolé les environs, et des enfants sont envoyés pour récupérer le magot dans un bateau, avec un gamin faisant la tête dans le car régie, guidant 2 autres gosses, les jambes, qui doivent infiltrer discrètement le bateau. Les filles, plus fort. Allez-y. Oui, bien, encore un peu. On a dit discrètement, les enfants. Bien qu'un poil répétitif, Mission Piratac est très amusant. Les gamins sont hyper réactifs, tout le bateau est mis à profit avec même des épreuves sur le pont, et toute la fin est ultra stressante. Ça fait des émotions, hein, ma chérie. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que ça fait des émotions. Malheureusement, ça n'a duré que 2 saisons. Et c'est con parce que je trouve que ce genre de jeu aurait encore sa place à la télévision, ou sur le net, hein, soyons fous. Mais bon, à chaque fois qu'ils ont voulu cloner Fort Boyard, ça a foiré, ça a jamais fait plus de 3 saisons. J'en veux pour exemple la piste de Xapatan, encore un jeu par Mitrocé et Jacques-Antoine, tourné au Mexique cette fois et animé par Sophie Davant, afin d'avoir une sorte de Fort Boyard en attendant l'été. Le concept est très cool, hein, 7 jeunes gens doivent aider Sophie Davant à avancer sa Jeep, en bougeant les obstacles, en rebouchant un pont, en virant les hommes forts qui gardent la piste. Vous avez une technique là? Vous avez pensé à quelque chose? Et s'ils se font tirer leur carquois à l'arrière, c'est l'élimination. On vous abandonne? Et tout au long de l'aventure, nos héros décryptent des stèles pour deviner la bonne statuette réclamée par un professeur au début. Statuette qui est cachée dans une grotte que fouille une jeune fille en attendant l'arrivée du premier gars. Espérons que celle recherchée par le professeur est parmi celles-ci. Une fois arrivé au bout de la piste, celui qui est parvenu à rejoindre le premier la grotte, en courant dans la forêt, enferme ses camarades. Daniel, Anne, suivez-moi. Et le couple revient à la gare du début, alors d'abord harnaché à une tyrolienne par Antoine Marcon, c'est le même qui accroche les candidats dans Fort Boyard. Ils descendent jusqu'en bas de la vallée, tombent dans la flotte, puis doivent grimper 320 marches avant la fin du chrono, signifiant le départ du train. S'ils arrivent avec la bonne statuette avant que le professeur se tire en train, ils gagnent 100 000 francs, mais s'ils arrivent trop tard, et même avec la bonne statuette, ils ne gagnent que 10 000 francs. 10 000 francs, ouais. Putain. En fait, le seul défaut, je trouve, par rapport aux autres émissions citées précédemment, c'est que le parcours est toujours le même. Bah ouais, avec toujours les mêmes épreuves, dans le même ordre. Là où, pour Fort Boyard, ils t'alternent les cellules entre chaque émission. Et t'as pas de chrono pour les épreuves, donc en plus ça peut durer des heures. Sortez-vous les doigts du cul! Et malgré des scores honorables, la piste de Xapatan ne revint pas en 2e saison, visiblement à cause de soucis pour la location du terrain, d'après quelques rumeurs. Bon, perso, je pense aussi que les figurantes en avaient peut-être marre de se prendre des coups dans la gueule, quand elles essayent de choper les carquois. À vendredi prochain, bonsoir. T'as aussi eu le trésor de Pago Pago sur TF1, toujours avec la même équipe, tourné cette fois en plein océan Atlantique, dans les îles Turques et Caïques. Il est présenté par Sophie La Fortune pour la première partie, quand 3 équipes doivent traverser toute l'île, en triomphant de diverses épreuves comme une course en 4x4 ou de l'escalade. Puis une fois arrivé au village, c'est Olivier Chiabodo qui prend le relais, pour d'autres épreuves comme ne pas faire tomber un fruit alors qu'un type te tire dessus avec son arc, ou une épreuve de danse sur bambou. Et il faut savoir que Chiabodo était médecin à la base, et qu'ils l'ont engagé sûrement pour pouvoir apporter les premiers secours rapidos en cas de besoin, parce que t'as une masse d'épreuves ultra dangereuses comme la malle, où, comme son nom l'indique, il t'enferme un candidat dans une malle, il te balance tout ça à la flotte, et ça comparse à quelques secondes seulement pour retrouver la bonne clé au fond de l'eau, et pour le libérer. Bah évidemment t'as des malaises. Puis en plus, tout est compliqué pour rien, comme quand le plongeur doit lire un livre sous l'eau, protégé par des types qu'il tape, puis il doit faire deviner les mots à sa compagne, restée sur la plage, qui doit ensuite grimper au bon totem, pour trouver l'un des 3 symboles nécessaires pour ouvrir le cadenas final, permettant d'accéder à la grotte aux perles, perles qu'ils ne peuvent ramasser qu'en apnée, à 10 mètres de profondeur, en échangeant quand même un peu d'oxygène contre des bracelets glanés plus tôt. C'est compliqué et hyper dangereux, Chiabodo obligeant même à la fin la candidate à bien faire ses paliers de décompression pour ne pas qu'elle nous fasse un accident. Et le mec est remonté direct lui.
Il y a quand même eu 2 saisons de ce machin, sans accident connu heureusement. Dans les autres jeux dangereux, alambiqués, se concluant par un échec cuisant, t'as aussi eu les Forges du désert en 1999, un décor immense ayant nécessité 2 ans de boulot en plein désert de Wadi Rum, en Jordanie, facturé 2,7 millions de francs par épisode, toujours par l'ancienne boîte de Jacques-Antoine, devenue Tilt Productions depuis, présenté par Jean-Luc Reichmann et Karine Le Marchand en français, mais je n'ai que les images de la version canadienne, avec, par exemple, des candidates qui, en plein cagnard, sont enterrées dans un mètre de sable, avec les mains menottées, et doivent se dépêtrer toutes seules sous les cris de leur conjoint. T'as des épreuves physiques alors qu'il fait 47 degrés, et même quand ils croient être à l'ombre dans les fameuses forges, ils te les foutent en combi devant du métal en fusion. La température ambiante des forges oscille entre 60 et 80 degrés Celsius. Et ces cons-là te programment l'émission pendant les vacances de Noël alors que c'est pas du tout l'ambiance. Forcément personne regarde. Enfin, n'oublions pas Disneyland Express, encore un jeu de Jean-Pierre Mitrecet, présenté par Fabrice et Adeline Blondiot au cœur de Disneyland Paris, avec des célébrités de l'époque comme Edgar Gros-Piron, Alexandre Debanne et toujours Nathalie Simon. Où là, par contre, les épreuves sont ultra kiffantes pour les fans du parc parce qu'ils ont le droit de faire une course à vélo dans Main Street, escalader Big Thunder Mountain aux endroits où t'as pas le droit d'aller, faire du rappel dans les cascades d'Adventureland, une course d'obstacles dans le fort, une course en chariot à l'hôtel Cheyenne, en pleine nuit, et mon rêve de gosse, c'est la course en Killboats, une attraction fermée depuis 2002 chez nous, où les 2 équipes doivent ensuite grimper à bord du Mark Twain. Alors d'après Fabrice, le tournage fut éreintant, débutant en fin de journée pour limiter les foules et se prolongeant tout au bout de la nuit. Après visiblement un repas bien arrosé. Rappelez-vous l'anfractuosité, voulez-vous foutre ça, l'anfractuosité de rocher. Et t'as des guests qui pop ici et là tout au long du jeu. Daniel Gilbert qui dans quelques instants va affronter le sort. Oui, d'ailleurs à ce sujet, je vais peut-être lui remettre le... Oui, il faudrait lui remettre effectivement la sacoche car elle prend le relais. Malheureusement ça a fait un bide et j'attends toujours le retour de ces émissions spéciales présentées depuis Disneyland parce que, à part des reportages tous les Noël, c'est le néant total. Je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouvera je l'espère bientôt sur TF1. Bah non mon gars. De fait, alors que le genre était déjà moribond dans les années 90, à partir des années 2000, ils ont tenté de te mixer ça avec de la télé-réalité. Alors ça a donné 2 grands succès avec Koh-Lanta d'un côté, déclinaison du Survivor américain, et Pékin Express de l'autre qui copie un peu The Amazing Race. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express. Mais tout le reste s'est soldé par des échecs, à commencer par Fort Boyard en 2003, qui s'est essayé à la télé-réalité en laissant les candidats dormir sur le fort. Bon, en fait il faussait compagnie à la prod durant la nuit et s'amusait dans les cellules sans sécurité. Mais on peut aussi citer La Première Compagnie de 2005 avec la victoire de Nathalie Simon, qui aime visiblement aussi ce genre d'émission. Et faire la fête. Le Sortez-moi de là, je suis une célébrité de 2006, Mission Millennium, le masque de Shaq en 2010, présenté par Jamy. Immersion 3D, lancée. Le Amazing Race français de 2012, et surtout, Le Royaume. Énorme accident industriel de TF1, inspiré d'une pourtant cool émission suédoise où, pendant que 3 candidats logeaient dans un château somptueux avec de la bouffe à ne plus savoir qu'en faire, le reste crèche à la Spartiate dans une cahute tapissée de merde de poule. Puis ça pue là, il y a des charançons tout le temps partout. Tiens là! Et du côté des épreuves, on reste dans le débile, mais hyper spectaculaire, avec des catapultes aux boulets enflammés sans la moindre sécurité, des combats avec de vraies épées, et cette épreuve là où, je suis désolé, non, ramasser des trucs sous la flotte, accrochés à une roue qui tourne, j'appelle pas ça un jeu, j'appelle ça de la torture. Laisse-moi m'en aller, et je te laisse l'usage de tes jambes. Que l'épreuve commence. Evelyne et Odile sont attachés à une grande roue qui les plonge dans l'eau froide du bassin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, il n'y a que Gulli qui, fréquemment, diffuse des jeux d'aventure, que ce soit Safari Go, le jeu qui vous met la tête à l'envers, ou Tahiti Quest, avec beaucoup de succès visiblement en tout cas, parce que ça revient tous les ans. De fait, je ne pense pas que le genre est mort comme je l'entends partout, disons que le public a tellement d'affection pour Koh-Lanta, Pékin Express et Fort Boyard que, forcément, la moindre émission similaire n'a strictement aucune chance en comparaison. C'était déjà le cas dans les années 90, c'est toujours le cas aujourd'hui, et Fort Boyard l'a très bien compris, parce qu'il lance cet hiver non pas un nouvel essai à la piste de Xapatan ou Trésor de Pago Pago, mais carrément une déclinaison de la licence avec Boyard Land en construction actuellement à la plage de Lys Chantilly à Boran-sur-Oise, avec un style très vieille fête foraine d'après les premières annonces, donc peut-être une nouvelle version des Mondes Fantastiques. Et sinon aujourd'hui t'as même plus besoin de la télé pour participer à un jeu d'aventure. Je vous ai parlé de l'expérience Super Cheros en Angleterre, mais sinon pour 20 à 40 € par personne, tu peux tenter une des nombreuses escape games situées un peu partout en France. Ou
Comme dans les émissions de notre jeunesse, on peut vivre une aventure pendant 1 heure, avec des décors de fou pour certaines, des énigmes, des salles cachées, et pour en avoir fait une très récemment, bah c'est super sympa. Ah, puis t'as aussi des parcs d'attractions indoor qui ressemblent au monde fantastique, dans une version quand même beaucoup plus cheapos. Enfin bref, plus besoin d'attendre un appel de Michel Robe pour répondre à des questions nulles dans un studio mal ventilé. Non, suffit d'être 4 ou 5, même si bon, là c'est toi qui raques et tu remportes que dalle, ni boîte de jeu, ni VTT. C'est vrai que c'est quand même le seul truc qui manque, je trouve, dans les escape games. Je veux dire, même un pins, ça serait sympa. Enfin voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous a bien plu. Alors oui, j'aurais pu parler d'Interville, j'aurais pu parler de Cluedo, j'aurais pu parler de plein de choses, mais je trouvais que ça rentrait pas trop dans le cadre, et puis c'était déjà quand même super long. Du coup, bon, je préférais éluder pas mal de choses. Mais on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, toujours en célébration des 100 000. Vous allez voir. Et puis si jamais la canicule revient, ça va être très rafraîchissant. Voilà, j'en dis pas plus. À une prochaine. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit. Vous me dites quand ça tourne, hein? Ça tourne. La gueule-le. Aïe aïe aïe, non il faut arrêter. Faut arrêter, je pense que je suis blessé. Tiens. Ouais. D'accord.